Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va pas faire de grande présentation puisqu'on accueille la pétillante Koulsoum Lelibou, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum Lelibou. Bonsoir Gismi. Et bonsoir à l'invité de Koulsoum Lelibou, Monsieur Apollo. Bonsoir. D'accord, décollage pas réussi. Non. Alors, Apollo, on le connaît parce que c'est un BDiste depuis 1991. Je suis allée fouiller et j'ai regardé. Il écrit depuis 1991. Et une bibliographie de 35 ouvrages. Je ne peux pas tous vous citer tout ce qu'il a écrit, mais je sais qu'il en a écrit beaucoup. Il a ainsi sur le site officiel de l'autre émission, donc on voit tout ce qu'il a écrit. Et notamment, il a écrit les chroniques du léopard au lycée. Le Comte de Lille, où lui-même a été élève dans ce lycée. Puis il a fondé aussi les Cris du Margouillat. Où on écrit toujours au Cri du Margouillat, il est rédacteur en chef. Et en 2012, il reçoit le prix Jacques Loeb au festival BD Boom de Blois. C'est ça, c'est bien ça. Ça, ouais. Alors, et dans la même année, il reçoit aussi le prix du meilleur album en langue étrangère à Alger. Celui-là, je l'ai découvert parce que je ne le connaissais pas. Pour La grippe espagnole 2, le tome... Gismi, tu l'as dans les mains, le tome qu'il a écrit avec Hugo Chaussi, Serge, il a écrit celui-là avec Serge, et c'est celui qui reçoit le prix d'Alger, Alger. Et le premier tome avait reçu le prix de la critique à Angoulême quelques années auparavant. Oui, le prix de la critique, c'est l'ACBD, c'est ça, ouais. C'est la critique des journalistes et la critique... Voilà, de la littérature et des journalistes. Ouais, c'est un peu les deux, cette association. Et en 2005, le dernier prix, le prix de la Nouvelle République, au Festival de Blois aussi, pour Fantôme Blanc. Vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié, avec Lee Han. Donc à chaque fois, on a un scénariste, un illustrateur différent. Donc là, il y a eu Serge, après il y a eu TM sur les chroniques, et là il y a Gaultier. Oui, c'est Gaultier, Gaultier sur le dernier. Donc il revient pour nous présenter le dernier, La Désolation. Voilà, La Désolation, c'est celui qui vient de sortir. Et l'histoire avait déjà été écrite avec la revue Cagnard, avec Antoine... Agnès Antoine qu'on a reçue sur le plateau déjà et sa revue Cagnard. Et on va juste c'est cette revue-là. C'est sur cette revue qu'on avait reçu Agnès Antoine. Et dedans, il y a déjà l'histoire de Apollo et de la désolation. Alors, donc, ce foisonnement d'écriture. On peut pas, vous êtes une pointure quand même dans la BD à La Réunion. Et ce foisonnement d'écriture, il est né comment? Il vient d'où? Alors, tu as dit que j'avais commencé. Mon premier album a été publié en 1991. Et oui. Moi, j'ai quitté La Réunion à 18 ans, comme beaucoup d'étudiants à cette époque, pour faire des études à Paris, avec un copain aussi de La Réunion. Et on a fait le tour des éditeurs parce qu'on voulait absolument faire. Enfin, c'est surtout lui qui était le dessinateur, qui voulait faire de la BD. Moi, j'y croyais pas, ça me semblait tellement improbable. Devenir auteur de BD, c'était comme devenir, je sais pas moi, cosmonaute ou infirmière. Enfin, c'est un... Non, je veux dire, je sais pas si vous voyez, mais vous auriez été bien infirmière. C'est ça. Et donc, on a été publié. Donc, on avait 21 ans, donc on était très jeunes. En fait, on avait commencé à faire de la bande dessinée plutôt que ça, puisque à la fin des années, plutôt la moitié des années 80, vers 85-86. On était lycéen au lycée du Butor à Saint-Denis et on a créé cette revue qui existe toujours, qui s'appelle, le Cri du Margouillat. Oui. Donc on avait... Levez un peu. Voilà, on avait 15-16 ans, autour de Bobby Antoine, qui était enseignant au Butor. Merci. On a été toute une bande de jeunes gens entre 15 et 20 ans qui avons créé la première revue de bande dessinée réunionnaise, donc qui était une revue très amateur au début, évidemment. Et on a grandi dans cette revue de BD et un certain nombre d'entre nous est devenu auteur professionnel et édité notamment en France, quoi. Bien, un joli parcours en tout cas. Non mais cette histoire-là, elle est bien parce qu'à chaque fois,
on voit toujours des jeunes lycéens qui sont un petit peu, j'allais dire, pas en marge, mais qui a une façon de regarder le monde qui est un peu différent et qui s'exprime. C'est pas des jeunes qui vont aller faire du sport, je suppose. C'était pas ça le truc. Hein. On était hyper sportifs. Non, mais c'est vrai qu'on était. On s'est retrouvé avec un groupe de lycéens, d'étudiants de Saint-Denis à cette époque-là, avec des passions communes qui étaient qui relevaient un peu de la contre-culture. On aimait le cinéma, enfin on aimait la nouvelle vague, on aimait le rock. La musique, c'était quoi la musique? C'était le rock. Alors on écoutait beaucoup de rock, et c'est aussi l'époque où il y a eu toute une nouvelle scène musicale à La Réunion. C'est la même, enfin Ziska Khan existait déjà, mais Oussane Moussava est arrivé peu après, etc. Donc il y a eu toute une espèce de foisonnement un peu culturel à ce moment-là. Et ça reste, parce que si vous regardez comment est habillé Apollo, c'est... Ah oui, j'ai mis un t-shirt Métal Hurlant qui était la revue de bande dessinée et puis de l'époque. La tenue en jean, la veste, le pantalon, c'est rock. C'est rock. Oui, c'est rock, oui. C'est rock'n'roll. Alors, la BD, là, La Désolation, c'est un petit peu moins rock'n'roll, parce que ça va nous raconter l'histoire, en fait, de ce jeune Évariste, qui tout d'un coup, comme ça lui prend, il veut tout lâcher, il veut tout abandonner, et il veut partir. Et il prend son billet, et il part. Donc, il monte sur le Marion Dufresne. On connaît bien, nous, les Portois, le Marion Dufresne, hein, parce qu'on le voit tous les jours quand on passe. Il rentre dans ce Marion Dufresne et il se dit, ouf, la liberté, vivement. Et... Tromelin. Alors, moi je suis allé à Tromelin et j'ai fait un truc sur Tromelin, mais là, il part au Kerguelen. Il part au Kerguelen, donc l'île de la Désolation, c'est le nom de la principale île de l'archipel des Kerguelen. Oui. Et donc, tu as été? Alors non, j'y suis pas allé. J'ai comme beaucoup de Réunionnais, hein, depuis l'adolescence, je rêve des Kerguelen et de ces espaces lointains et infinis. J'ai visité évidemment le Marion Dufresne à plusieurs reprises, etc. Ouais. Mais j'ai jamais fait j'ai beaucoup lu. J'ai rencontré des gens qui étaient allés, etc. Mais j'ai jamais eu la joie de faire ce grand voyage. D'ailleurs, je crois que c'est sur une de ces îles, je crois, qui a été abandonnée. Le Chagos. Non. Ah non, abandonner les... Saint-Paul et Amsterdam, c'est l'île de Saint-Paul, les oubliés de Saint-Paul. Les oubliés de Saint-Paul. Les oubliés de Saint-Paul. Les esclaves qu'on a... Ah non, ça c'est Tromelin. Non, Tromelin. C'est Tromelin. Ouais. Il y a deux histoires. Il y a à Saint-Paul et Amsterdam qui sont dans des îles subantarctiques. Il y a eu ils ont installé une pêcherie de je sais pas quoi, de langoustes. Et on a oublié les ouvriers qui travaillaient sur cette pêcherie pendant des mois et des mois. Ils sont presque tous morts. Et puis il y a l'histoire encore plus horrible qui est l'histoire de Tromelin. Alors là, qui est pas loin de la Réunion, hein, qui est à 300 km. Et qui est une île où des esclaves ont été oubliés à la suite d'un naufrage, enfin oubliés, abandonnés, hein, pour dire les choses. L'équipage survivant a réussi à rejoindre Madagascar puis l'île Maurice, et pendant 15 ans, 17 ans, je ne me rappelle plus la durée, on a laissé ces esclaves dans une île où il n'y avait ni eau, ni arbre, ni rien du tout, et ils ont survécu. Ils se sont construits surtout. Ils ont réussi à se construire Ils se sont construits un petit village, etc. Ouais. Alors quand on est venu les récupérer après toutes ces années, il restait 4 personnes, 4 femmes et un jeune enfant, tous sans doute malgaches, on ne sait pas trop s'ils étaient de Madagascar, ils avaient été achetés à Madagascar, mais ils venaient peut-être du Mozambique, et ils ont été rapatriés à l'île Maurice. Et d'ailleurs, on leur a proposé de les ramener à Madagascar, et ces esclaves ont refusé. Sans doute parce qu'ils étaient esclaves à Madagascar, et ils sont restés à Maurice. Donc c'est une histoire qui a été redécouverte il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, et qui est une histoire très très. Il y a eu une exposition, je crois, à Stella. À Stella, et j'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion d'aller le regarder et de filmer d'ailleurs. Ouais. Hippolyte a écrit une BD d'ailleurs dessus, Les Oubliés de. Non, c'est pas Hippolyte. C'est Sylvain Savoya. Sylvain Savoya, qui est un dessinateur de France, qui a accompagné une des campagnes de fouilles archéologiques à Tromelin, avec Fidel Fuma, avec Laurent Waro, etc., et qui en a fait une BD où il a essayé de reconstituer la vie de à la fois les fouilles archéologiques et la vie de ses esclaves sur cette île. Ouais. Alors, si on regarde un peu, toutes nos histoires a toujours un pied à La Réunion. Oui, mais c'est normal en fait, parce que quand on était jeune, quand on avait 16-17 ans, évidemment, on rêvait d'Amérique ou je ne sais pas quoi, etc. Mais en fait, très rapidement, c'est pas la peine de raconter des histoires qui se passent aux États-Unis ou au Japon quand on habite La Réunion. Enfin, les Américains et les Japonais le font bien mieux que nous. Donc, ce qui nous a intéressé assez rapidement, enfin, c'est vraiment un questionnement d'auteur qui s'est posé, c'est
il faut parler de ce qu'on connaît, de chez bien nous. sûr. Et donc, tu parlais de la grippe coloniale. Oui, quand avec Serge, le Crédit Marouillat s'est arrêté à un moment donné, et on voulait continuer à faire de la bande dessinée. Et avec Serge, on s'est dit, on va faire une histoire de BD. On va aller à Paris et on va proposer cette histoire qui raconte donc l'épidémie de grippe espagnole à la Réunion en 1919. Et en fait, on se demandait si les éditeurs... on va montrer d'abord le 1, ouais. Voilà, on s'est demandé si les éditeurs parisiens allaient être intéressés par une histoire qui se passait à La Réunion. Et en fait, ça les a beaucoup intéressés. Et ça a eu dans les albums que j'ai fait, c'est un de ceux qui a eu le plus de succès public et critique, puisqu'on a eu le prix dont j'ai parlé, mais qui a eu il a été prépublié dans l'Humanité en 2003 pendant tout l'été. Il a eu une vraie réception en métropole, comme quoi... En fait, il faut parler de ce qu'on connaît, de nos parce histoires. Parce qu'il y a un côté universel dans cette histoire de la grippe coloniale, parce qu'on avait toujours entendu parler des les tireurs sénégalais, tout ça, mais jamais les tirailleurs, sénégalais, et jamais des autres. On n'entendait pas parler des Rayonnais, on n'entendait pas parler des autres communautés. Tout à fait. Et tout d'un coup. C'est aussi, donc ça parle de l'épidémie, mais évidemment des soldats réunionnais qui reviennent de la guerre. Et alors, dans la fiction, en tout cas, ça n'avait pas été... les historiens, évidemment, connaissaient tout ça, on n'a rien découvert, évidemment. Mais disons, le grand public, et dans la fiction, ça n'avait pas été traité. Moi, ça m'avait... c'est vraiment des questions que je m'étais posées. C'est qu'est-ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale à La Réunion? Alors, à La Réunion même, pas grand-chose, mais il y a 10 000 Réunionnais qui ont sauté la mer, qui sont allés se battre sur le front, qui sont revenus, qui sont mélangés avec des gens... Parce que la différence des autres colonies, les soldats réunionnais n'étaient pas dans un corps spécifique du type tirailleurs sénégalais. Ils étaient éparpillés dans tous les corps d'armée. Donc ils ont vécu la guerre. La naissance, par exemple, des premiers syndicats à La Réunion est liée au retour de ces soldats qui sont revenus avec des idées qu'ils avaient rencontrées avec le petit peuple de France, d'Europe, avec qui ils avaient partagé les tranchées. Et juste pour rappeler, si un jour vous passez du côté de Verdun, un stèle a été érigé, a été mis en place en l'honneur justement de tous les Réunionnais qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale. J'ai eu l'occasion d'aller filmer cet événement, et c'est grâce à quelques Réunionnais à qui on a pu mettre une stèle donc à Verdun. Et c'est vraiment rendre hommage, comme vient de dire Apollo, de rendre hommage à ces Réunionnais qui sont partis souvent avec envie, avec de leur plein gré, pour pouvoir défendre la France. Donc, parce qu'il n'y avait pas de mobilisation à La Réunion comme en France. Donc, dans un premier temps, au moment de la déclaration de guerre, il y a eu un afflux massif de Réunionnais qui voulaient aller défendre un pays qu'ils ne connaissaient pas, qui était à 10 000 km, mais qui avait vraiment cette espèce d'envie. Alors après, dans les années qui ont suivi, évidemment, les retours, la guerre durait, ça devenait une boucherie, etc. Les gens ont été un petit peu moins volontaires. On est parfois allé les chercher de manière un peu plus forcée. Mais dans un premier temps, il y a eu cette espèce d'élan patriotique assez étonnant pour aller... Et beaucoup sont partis de Madagascar. Parce que les Réunionnais parce qu'on passait par Madagascar. Madagascar était devenue la colonie la plus importante dans l'océan Indien, même si elle n'avait pas le même statut que la Réunion, qui était quand même plus favorisée du point de vue du statut, pas du point de vue économique. Et donc les soldats réunionnais passaient, souvent transités par Madagascar. Donc voilà, c'est une page d'histoire qu'on ne connaît pas. Et souvent, quand on arrive à la période de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, on se rend compte combien les Réunionnais ont participé à cette page d'histoire de France. Ah bien sûr. Alors, la résidence d'artistes aux archives. Alors parce que j'y étais là, et j'ai vu encore toutes ces belles... Je ne sais pas si on voit à l'écran. Oui, on voit bien. Aux archives départementales, là, j'ai été pour la journée européenne du patrimoine, hier, ce week-end. Et là, j'ai vu que les belles... la résistance, ce que vous avez fait, c'était dans le but de montrer le travail des... Alors, le département a mis en place des résidences d'artistes et les archives départementales nous ont sollicité, TM et moi. TM, comme Serge aussi, c'est des copains de lycée, de collège même. On est au collège Bourbon ensemble. Donc, on a grandi en bande dessinée ensemble. TM a une carrière vraiment très importante de bande dessinée en France désormais.
Et donc les archives départementales nous ont proposé de faire une résidence parce qu'on prépare un album, on est encore en train de le faire, sur le 20 décembre, et en particulier sur la figure d'Edmond Albius. Donc on était en résidence de création, et on s'est dit on va faire quelque chose pour rendre compte de cette résidence. Donc on a fait ce livre et cette exposition qui se trouve encore aux archives, donc on l'appelait tout simplement aux archives. Et l'arrière avec Edmond Albius, parce que voilà, il y a une partie d'Edmond Albius aussi dans l'exposition. Parce que c'était évidemment notre recherche principale, mais j'ai aussi fouillé dans les archives, et ça c'était absolument génial, parce que moi je n'ai pas une formation d'historien, donc je suis allé découvrir des documents, de très vieux documents, très étonnants, très touchants, et donc pendant 6 mois on a fouillé ces documents, on allait chercher à gauche, à droite, les archives nous ont ouvert tout ce qu'ils avaient. Et on a fait cette exposition et ce livre. Donc moi j'ai découvert par exemple la dernière lettre de Baudelaire à Bordeaux, juste avant son départ pour la Réunion, où il écrit à sa maman, il a 20 ans, il n'est pas encore le grand Charles Baudelaire, c'est un jeune homme qui part de manière un peu forcée vers les Indes, et en fait il s'arrêtera à la Réunion pendant 2 mois, comme on sait, et qui va profondément marquer sa poésie. C'est sa dernière lettre qu'il écrit à sa mère, donc c'est très drôle, j'ai trouvé des choses évidemment plus bouleversantes, comme les rapports de chasseurs de marrons. Donc on sait tous qu'il y a eu le marronnage, on sait tous l'importance que ça a pour notre histoire, mais toucher en vrai, voir tous ces rapports, ces dizaines, ces centaines de pages avec ces litanies de noms de gens qu'on tue, parce qu'en fait c'est une véritable guerre qui se déroule au XVIIIe siècle entre le bas et les hauts. Et tous ces mecs coupés, là j'ai vu dans l'exposition. Voilà, et on voit ça, on voit ces rapports administratifs qui disent ça. On a vu des choses, on allait chercher des documents plus amusants aussi, les soucoupes volantes à la plaine des Cafes, enfin bon, voilà, on a essayé de faire un panorama de l'histoire de la Réunion à travers des documents d'archives qu'on a trouvés, qui nous ont amusés, touchés, etc. Et donc ça donnait ce livre qu'on a réédité déjà 2 fois, parce que je suppose que les gens trouvent ça amusant, facile, et puis très intéressant, parce que ça part de petites anecdotes, et puis après des fois on s'y retrouve, on se dit ah tiens, j'avais pas pensé à ça, mais c'est bien présenté. Et puis aux archives, il y a des box, et puis on a le temps de circuler dans l'exposition. Et on voit les vrais documents aux archives. Et on voit, nous on les a reproduits dans le livre, mais aux archives, il y a les vrais documents sont présentés. Sont présentés là, et franchement, on découvre des gens aussi, ils sont passionnés, quoi. On leur demande une petite chose, et ça y est, ils se lancent dans des explications. Ils vous montrent les cartes, même les anciennes cartes de la Réunion. Tout à fait. C'est vraiment très bien. Alors on a découvert, puisqu'on travaillait sur Edmond Albius, on a découvert, ou j'ai l'impression qu'on a découvert, puisqu'il semble que ça n'a pas été tellement utilisé, y compris par les historiens, les minutes du procès d'Albius, puisque Albius, après l'abolition, il n'a pas du tout été reconnu pour le travail qu'il avait fait, la découverte, etc. Et il s'est trouvé commis cuisinier chez un militaire à Saint-Denis, et il a volé des petites babioles, une petite boîte à bijoux, etc. Et il est envoyé pendant 5 ans aux travaux forcés, dans une Cayenne la sanction, quelconque, la etc. punition de Et en fait, on a les minutes de son procès. Alors c'est très étonnant, parce que du coup il y a son interrogatoire, et c'est le seul document où Edmond Albius parle. En fait, c'est le greffier évidemment qui reprend ses paroles, mais on a la parole d'Edmond Albius, qui va finir par être libéré un petit peu avant terme, parce que un certain nombre de personnes vont intervenir en disant quand même c'est le type qui a découvert la fécondation artificielle de la vanille. La fécondation de la vanille, qui est en train de faire la richesse véritablement des propriétaires de l'île. Et donc il a été libéré un petit peu avant terme, mais enfin il est quand même parti. Enfin, on se posait pas des questions à cette époque-là. Hein, c'est un ancien esclave. Il avait fait un cambriolage. Paf, les travaux forcés. Donc là aussi, c'est des documents que moi j'ai découverts et qui m'ont frappé, quoi. C'est vrai que cette partie-là, on n'en a jamais entendu parler. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais non plus entendu parler. Donc, on revient parce qu'on est là pour la désolation. Hein. Alors, juste pour dire, avant de continuer, je voudrais juste rendre vraiment hommage à la personne qui a fait cette couverture de une. Elle est magnifique. Oui, c'est Gaëlle Anjal, qui est une jeune Réunionnaise qui est installée à Lyon désormais, et qui nous envoie depuis la France une série de petits strips
qui s'appelle Don Pays Lafré et qui raconte le quotidien, qui raconte le quotidien d'une jeune créole en métropole, les anecdotes, les petites incompréhensions. Le livre est sorti l'année dernière, c'est les éditions Centre du Monde, donc les éditions qui sont liées au Creux du Marouillat qui l'ont sorti. Et c'est un livre vraiment très frais, très sympa, alors qu'il a connu aussi beaucoup de succès. Il est pratiquement épuisé là, on doit le rééditer. Et c'est vraiment, toute personne qui a connu un jour ou l'autre l'exil entre guillemets en métropole retrouvera dans des anecdotes des petites incompréhensions, etc., etc. Et c'est une dessinatrice très talentueuse. Il faut dire qu'à La Réunion, alors il y a notre génération de vieux, TM, Lian, Serge aussi, etc. Mais il y a depuis une dizaine d'années une génération de jeunes gens qui ont fait des études d'art, etc. Et beaucoup de jeunes filles. Ça c'est vraiment une nouveauté dans la bande dessinée réunionnaise. Et il y a vraiment un talent en bande dessinée à La Réunion. On oublie un petit peu, mais c'est une terre de bande dessinée à La Réunion depuis très très longtemps, depuis Potémon et Roussin. Et on a vraiment, alors le Creux du Marouillat publie donc une revue annuelle, le prochain numéro sortira en décembre, et nous on essaye vraiment de regrouper tous ces auteurs qui veulent faire de la bande dessinée à La Réunion et qui suivent le même chemin qu'on a eu la chance de suivre. Et il y a vraiment des auteurs émergents vraiment passionnants. Ben oui. On arrive à la fin, donc je rappelle l'ouvrage La Désolation, Apollo et Gaultier. Une histoire, on va juste leur mettre l'eau à la bouche. L'histoire, c'est... Alors, le héros s'appelle Évariste. Il part donc, comme l'a dit Koulsoum, il part au Kerguelen pour tout lâcher. Il a une déception amoureuse. Bon, voilà. Et il va au Kerguelen, donc il réfléchit sur l'aventure, le dernier territoire sauvage qui est au monde pratiquement, qui sont les Kerguelen. Il fait une petite balade touristique en quelque sorte, enfin pas touristique, mais une petite balade dans la Kerguelen. Il est pris dans un éboulis. Ouais. Et quand il reprend conscience, il y a des espèces d'hommes préhistoriques qui l'ont kidnappé. Et l'histoire raconte ça. Donc c'est une bande dessinée qui est sortie il y a 15 jours et qui est maintenant en librairie à La Réunion depuis avant-hier. Ça va être l'occasion d'une belle balade et d'une belle évasion, j'espère, avec La Désolation. Donc, pour pouvoir vous essayer de sortir un petit peu de ce confinement intellectuel, j'allais dire. Merci. J'espère. Merci JSP, merci Koulsoum. Merci Apollo. On aura le plaisir de vous accueillir quand vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème. C'est gentil. Et Koulsoum sera là pour vous accompagner. Merci Koulsoum le Libou. Merci, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.